Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri, que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Julie Duchemin. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes de ce podcast, toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire à la fin de l'épisode dans la rubrique Avis, ça me touche toujours beaucoup. Donc aujourd'hui, comme je le disais, je te propose le portrait intime de Julie Duchemin. Alors, j'ai croisé un jour la route de Julie en m'intéressant de plus près à la thématique ô combien importante de la sexualité et notamment cette dimension positive et féminine de la sexualité. J'ai beaucoup aimé son portrait quand j'ai découvert que nous avions tous deux en point commun d'avoir quitté la fonction publique après avoir été de parfaites petites fonctionnaires. Julie, c'était en 2014 et moi, c'était en 2017. Julie a alors décidé de réunir deux de ses facettes professionnelles, celle d'architecte et celle de la sexologie, pour créer son propre métier, architecte du désir. Julie, tu es conférencière, formatrice, coach et écrivain. Tu partages dans de nombreuses transmissions, formations, livres, mais aussi méditation érotique, seule ou en lien avec ton compagnon de route, Pascal de Sutter, ton approche positive de l'amour et de la sexualité. Alors, pour en citer quelques-unes, l'Académie des Arts de l'Amour, la Semaine de la Femme épanouie, le programme Sexy Lady et bien d'autres dont je crois tu nous parleras. Je suis très heureuse, Julie, de te recevoir dans ce tout premier podcast de l'année 2023. Alors, bonjour, Julie. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, à tous celles qui nous écoutent et bonne année, effectivement, une année sous le signe du désir, je l'espère, et du plaisir. Avec grand plaisir, justement, et je suis vraiment contente que cette thématique et que tu sois la première invitée de ce podcast. Alors là, j'ai partagé quelques éléments de portrait que j'ai écrits vraiment et qui m'ont été inspirés. Mais de ton côté, toi, comment est-ce que tu te présentes à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? C'est vrai que j'aime le terme architecte du désir que j'ai inventé un matin sous un arbre en méditant, en me disant mais toutes ces facettes en moi, comment je peux les réunir dans une seule fonction. Et ces trois mots sont déposés sur le papier, architecte du désir, parce que j'aime construire, j'aime bâtir des relations, des ponts, oser aussi reconstruire une sexualité qui a parfois été effectivement abîmée ou heurtée. Et donc, je suis vraiment architecte parce que parfois les gens ne comprennent pas. Je ne travaille plus actuellement comme une architecte, voilà, de maison. Je bâtissais pour la fonction publique, mais des crèches, voilà, des logements. Et aujourd'hui, mais déjà à l'époque de mes études, ce qui m'intéressait, c'était ce côté, comment les gens se sentent quand ils sont chez eux, quand ils sont dans un lieu. L'humain m'a toujours fort plu. Et il y a maintenant 14 ans, j'ai rencontré Pascal de Sutter
lors d'une conférence sur la sexualité des gens heureux. Et j'ai eu voilà, une intuition, une fulgurance, on pourrait en parler aussi, ces moments flash en disant, mais j'ai envie d'apprendre l'amour, en fait, et ça n'existe pas. Des écoles pour apprendre l'amour, c'est la sexologie ou conseiller conjugal. Et donc, j'ai suivi la sexologie, et comme ça n'existait toujours pas, eh bien, j'ai décidé de la créer, cette fameuse Académie des arts de l'amour. Hmm. Alors, on en reparlera de cette Académie des arts de l'amour, mais là déjà, moi, c'est vrai, la question qui me vient tout de suite, c'est, j'imagine, que tu n'as pas toujours eu à l'esprit cette envie de, euh, alors que ce soit d'être architecte, que ce soit ensuite d'être sexologue. Est-ce que enfant, il y avait quelque chose qui sortait du lot pour toi? Est-ce que tu avais un grand rêve d'enfant et quelque chose que tu avais vraiment envie de réaliser, d'accomplir? Alors, ce qui m'est venu tout de suite, c'est enfant, je voulais être un garçon. Je voulais être un garçon et je jouais à des jeux de garçons et j'étais, ce qu'en tout cas moi j'appelais un garçon manqué, dans le sens où j'avais une frustration d'être dans ce corps de fille parce que un peu, voilà, je savais pas trop comment m'y prendre avec justement les cheveux, les trucs, des habits de fille. Par contre, les sports de garçons, l'univers des garçons, j'avais un pistolet, j'avais les petites voitures, j'avais tout ça. Et donc, je dirais que si j'avais eu un rêve, c'était pas tant d'un métier, mais c'est plutôt celui d'une liberté qui me semblait qu'être garçon. D'ailleurs, je me souviens que je m'entraînais à faire pipi debout pour être justement comme un garçon. Et puis, en fait, c'est très, très tard que j'ai accueilli ma féminité en plusieurs facettes, mais la plus grande, ça a été de tomber enceinte, enfin, d'être enceinte de mon fils où il y a eu quelque chose qui a changé en moi. J'ai commencé notamment le yoga, j'ai commencé à porter des couleurs, puis j'ai fait du développement personnel. Il y a eu vraiment une petite graine semée, c'est le cas de le dire. Il y avait à la fois mon enfant et puis en même temps ma petite fille qui est née, en fait. Ma petite fille intérieure est née pour moi juste après ce moment-là. Cette maternité m'a connectée à ma féminité. Donc voilà un peu mon parcours de ce que je rêvais d'être enfant. D'accord, donc c'est vrai que la maternité, c'est un moment où effectivement on est, comment dire, on est comme vraiment positionné en fait, je trouve, entre ces genres, dans une sexualité particulière, enfin dans un sexe plutôt particulier. Et alors, comment ça se situe par rapport à cette conférence à laquelle tu as assisté? Tu disais il y a 14 ans, je crois, cette conférence qui pour toi a été une révélation. Est-ce que justement il y avait déjà une thématique pour toi liée à la sexualité et qui fait que tu es allé voir cette conférence? Est-ce que ça s'est présenté comme un hasard? Est-ce que voilà, comment est-ce que les choses sont déroulées un peu chronologiquement du coup pour toi à cette époque? Donc, en fait, après la naissance de mon petit garçon, qui est donc il y a presque 17 ans, là, j'ai vécu ce qu'on appelait à l'époque plutôt une dépression. Hein, c'était pas, on disait pas un burn-out, mais j'ai vraiment perdu le sens, l'envie d'avoir envie, professionnelle, mais aussi personnelle. Et mon couple, ben, il a été très soudé à ce moment-là. Le papa de mon enfant, à l'époque, j'en avais qu'un avec lui, ben, il a été présent et on s'est tenu bon parce que je coulais un petit peu, j'étais vraiment sous l'eau de cette justement dans la fonction publique, je m'y retrouvais pas, rôle de maman, j'adorais ça, mais voilà, je me questionnais beaucoup sur qui j'étais, je pense, qu'est-ce que je voulais, enfin un peu toutes ces questions. Et du coup, notre couple s'est reconstruit, enfin ça a continué à se développer. Et on a à ce moment-là notamment fait un Noël juste entre nous parce que je me souviens avec ma maman, comprenait pas trop ce que moi je vous dis, je commençais le développement personnel, je commençais à m'intéresser à d'autres choses, à une spiritualité aussi qui était très interdite dans ma famille. Et du coup, on a fêté un Noël tous les deux avec notre petit garçon, tout petit bébé. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas se faire un Noël sexy? Je pense que ça a démarré un petit peu là. C'est en se disant, ben, plutôt que de s'acheter voilà, une paire de chaussettes, des parfums ou des trucs un petit peu banals qu'on peut s'offrir comme ça en famille quand on est en grand groupe, juste à deux, on s'est fait sushi, champagne rosé et cadeau sexy. Et du coup, j'ai découvert l'univers d'un love shop, lui aussi de son côté. Et là, ben, j'ai vu que je donnais naissance à une autre facette finalement de lui. Il s'est autorisé à m'offrir des choses peut-être un peu plus coquines, plus audacieuses, alors que bon, ben, la mère de ses enfants, la femme qu'on aime, on est plus classique. Moi aussi. Et je dirais donc dans les mois qui ont suivi, on a vu qu'il y avait le Café de l'amour, c'était des conférences à Bruxelles, sur Pascal de Sutter, donc donnait la sexualité des gens heureux. Et j'ai dit à mon compagnon, bah, tiens, si on continuait,
à apprendre, à découvrir. On va bien voir des conférences voilà, sur des voyages, on va voir des pièces de théâtre. Eh bien, pourquoi on n'irait pas voir ça? Et là, ben voilà, c'est vrai que j'ai eu envie. Moi, je commençais aussi à écrire de la littérature érotique et je me suis dit, ah, ça existe. Ah oui, on peut apprendre ce métier. Donc, alors, j'ai pas tout de suite quitté la fonction publique, mais en tout cas, ça a été le premier révélateur. Ok, c'est magnifique cette révélation et cette idée que vous avez eue. Alors, c'est vrai qu'en tant que bon, jeune maman, alors plus trop, plus si jeune que ça, faut que j'arrête de dire ça parce que mes enfants ont 7 et 9 ans. Mais je me dis que c'est pas évident, justement, cette période de post-maternité, post-accouchement, où on reprend ce contact-là. Et j'avoue que je suis très admirative de cette idée, justement, que vous avez eue de ce Noël sexy. Voilà, je trouve ça assez fantastique. Et puis, comme tu le dis, ça peut être aussi une période qui éloigne, en fait, le couple et donc d'être resté soudé et d'avoir trouvé ce point de lien et cette envie justement de recréer quelque chose peut-être d'encore plus soudé entre vous. Voilà, je trouve ça très très beau parce que je sais que c'est pas évident et que c'est vrai que la maternité, j'ai envie de dire, peut déformer, en tout cas transformer vraiment la Mm. sexualité. Oui, et c'est pour ça Et que d'ailleurs j'ai fait à ce moment-là, après j'ai repris un certificat en sexologie universitaire et j'ai fait mon travail sur maternité et sexualité. Et j'étais enceinte de mon deuxième enfant pendant que je faisais mon cours, c'était 9 ans plus tard, hein, donc il s'est passé pas mal d'étapes. J'ai d'abord voilà, lancé l'académie, fait différentes choses, mais quand j'ai refait une formation universitaire, j'étais enceinte. Et j'étais du coup encore plus vigilante à même toute la période de la grossesse, bien sûr, à la période de l'arrivée de l'enfant et le postpartum ensuite, et d'en parler. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer Maman et Amante, qui est devenue ensuite redevenir la maîtresse de son mari, qui est devenue ensuite Sexy Lady. Hein, donc c'est toute une évolution de mon travail pour aider les femmes à rester femmes dans toutes les dimensions. Est-ce que déjà, à ce stade, tu peux nous partager justement peut-être quelques clés pour les mamans? Alors là, je partage des choses très personnelles, mais c'est vrai que je trouve, ne serait-ce que cela, lorsqu'on partage son toit avec ses enfants, lorsqu'on sait qu'on peut être interrompu par ses enfants qui ont besoin de notre présence, parfois à des moments tardifs dans la journée où on souhaiterait se retrouver avec son compagnon. Est-ce qu'il y a des clés, des choses que tu souhaiterais partager aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être ont le sentiment que la maternité les éloigne en fait un peu de leur sexualité? Alors vraiment des clés concrètes parce que j'aime bien le côté très concret. D'abord que la chambre à coucher, parce que j'ai fait aussi du feng shui, l'architecte que j'étais, et donc on peut agir sur du concret parce que parfois on se dit c'est dans la tête, c'est psychologique, t'es bloqué, c'est de ta faute. Non, moi je suis quelqu'un qui va très dans le concret. Donc regardez votre chambre à coucher. Est-ce que votre chambre à coucher, elle vous éveille ce nid d'amour, voire même un peu ce côté coquin, sexy, c'est-à-dire que les couleurs, les matières, ce qu'il y a au mur, ou bien est-ce qu'il y a des photos des enfants? Est-ce qu'il y a une pile de linge sale? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas sexy, glamour, amoureuse, romantique, hein, selon vos besoins du moment. Hein, l'amour, c'est pas que voilà, c'est pas l'éros, ça peut être aussi un petit nid douillet. Et parfois, les enfants envahissent même jusque notre chambre par leurs photos ou par leurs jouets qui traînent. Alors qu'ils viennent la nuit, on en parlera, ça c'est un deuxième truc, hein, le fait qu'ils viennent. Mais donc déjà, votre environnement, en tout cas le vôtre, on ne peut pas agir sur toute la maison. Bien sûr que quand on est en famille, on aimerait bien peut-être que ce soit parfaitement comme nous on aimerait et que on partage ce lieu de vie avec notre chérie et nos enfants. Mais dans notre chambre à coucher, c'est important qu'il y ait ce côté love, quoi. Que du love, on dirait Angèle. Alors, un autre élément pour moi qui est important, c'est de pouvoir parler, oser dire à ses enfants, avant que tu sois là, mon chéri, j'étais l'amoureuse de ton papa. Et je suis toujours cette amoureuse. Et donc, c'est important qu'on ait notre bulle aussi. Bien sûr, je t'aime et bien sûr, ma porte sera toujours ouverte si tu as mal au ventre, mal de tête ou quoi que ce soit. Mais c'est important de le dire. Et donc, pour ce qui est de la porte, parce que c'est vrai qu'il y a le cododo aussi, ou bien il y a moi j'ai un petit garçon qui systématiquement, en fin de nuit, effectivement, vient. Donc, je ne vais pas donner de leçon à personne. Je sais à quel point c'est pas évident, ça. Mais d'abord, on ne doit pas faire on fait pas l'amour toute la nuit. On sait bien qu'on peut avoir des moments où justement, ils sont pas là. Et donc, pour la porte, moi, ce que je conseille, c'est de la fermer, effectivement, mais d'expliquer aux enfants qu'elle est fermée parce que c'est notre intimité et que lui aussi
il a droit à son intimité et que plus tard, il aura droit avec son amour à son intimité. Et de mettre sur la porte un petit signe. Par exemple, moi, j'avais suspendu, il y avait un petit cœur comme ça, qui dit que quand il y a le petit cœur, eh bien là, ça veut dire vraiment qu'on veut être tranquille. Ça pourrait même être pour parler tous les deux. Et si vraiment il a un besoin, il a un cauchemar, mais simplement, il frappe à la porte. Je dirais même que si vous avez une clé, vous pouvez fermer la clé. Nous, ça nous arrive parfois parce que justement, on a un petit, il peut être dans son sommeil. Et donc, si on l'entend frapper, ben, directement, on s'arrête et on ouvre, par exemple. Donc, c'est pas parce qu'on est justement une mère, enfin une femme qui a envie de penser à son bien-être, à sa sexualité, que voilà, son partenaire, qu'on n'est pas en même temps une mère. Et puis, bon, ben, par moment, voilà, le petit cœur est enlevé. Et puis, par moment, voilà, je ne sais pas si ça te parle déjà. Et puis, je partagerai un autre secret. Mmh. Ok, alors c'est vrai que j'ai pris quelques notes en même temps parce que j'avoue que ces thématiques-là m'intéressent beaucoup aussi. Et avant d'aller plus loin et peut-être de découvrir ce petit secret que tu as envie de nous partager en plus, je voulais te poser une question peut-être plus générale. C'est vrai que quand j'ai lu ton portrait, alors il y a bien sûr cette dimension sexualité qui est très présente. Et puis j'ai vraiment eu le sentiment que c'était comme une sorte de porte d'entrée pour toi vers vraiment oser être qui l'on est, oser se révéler comme on est. J'ai beaucoup aimé cette partie-là aussi de ta présentation. Et donc ça m'a évoqué en fait un autre type de question comme qu'est-ce qui te fait profondément vibrer voilà, dans la vie de tous les jours? Quelles sont ces choses qui te rendent profondément vivante voilà, qui te Mmh. rendent profondément vivante, qui suscitent en toi, voilà, ce sentiment de, tu sais, de transcendance dont on parle parfois, le sentiment de, voilà, d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Qu'est-ce qui Mmh. suscite tout ça, en fait, chez toi? Ben, je pense que ma valeur, enfin ma raison d'être, j'avais une fois travaillé là-dessus, c'est l'émerveillement. Ouais. Donc, je pense que les moments où je me sens particulièrement vivante, c'est quand je suis émerveillée de ce qui se passe autour de moi et de côté vivant. Et c'est pour ça que je fais ce lien avec la sexualité, c'est que la sexualité, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui a donné la vie, hein, par essence même. Et dans ma conférence, justement, à l'époque, je parlais des fleurs hein, qui se laissent polliniser. La vie circule parce qu'il y a cette énergie sexuelle. Donc cette énergie sexuelle, tu fais bien de le dire, ce n'est pas que dans la sexualité, c'est tous ces moments où on est vraiment connecté comme ça. Et donc récemment, j'étais au Portugal, en plein soleil, voyant les enfants qui couraient, qui jouaient entre eux, cousins, les pieds dans le sable. Et c'est vrai qu'il ne me manquait rien. J'étais totalement à ma place. Et c'est ce que j'invite, j'ai vraiment envie que les hommes et les femmes s'autorisent. Si moi j'ai quelque chose à amener, c'est le côté audace, s'autoriser à se dire, oui, c'est bon pour moi, oui, ça me fait du bien. Il y a en fait, je transmets de plus en plus le bon égoïsme, moi d'abord, mais pas moi contre les autres. C'est ça, pas moi contre mes enfants, pas moi contre. euh, voilà, je pense qu'il peut y avoir cette phase-là pour un moment donné, devoir respirer. Mais après, c'est juste dire, en fait, quand moi je suis bien, mais tout mon environnement suit. Et donc voilà, ce qui m'émerveille, c'est ça, et c'est de voir justement d'autres personnes qui s'éveillent, qui osent, et c'est ce qui se passe quand je vois mes clientes, mes clients qui s'autorisent, qui se disent, je peux avoir une expression de Pascal, mon mari, le beurre et l'argent du beurre, et le sourire de la crémière et tout, c'est que on peut être tout ça, et je parlerai par rapport à ces deux personnages qui sont dans mon livre justement, voilà, donc c'est ça, c'est quand je me sens tout, euh, voilà, tout qui vibre. Après, évidemment qu'il y a des moments de creux, hein, parce que parfois on dit, ah mais Julie, toi, et je dis, ben non, c'est parce qu'il y a des creux aussi qu'il y a des hauts, c'est parce que j'accueille aussi l'ombre de ces personnages en moi, de celle qui peut justement par moments être dans un désespoir, autant je peux être parfois dans une béatitude, autant je peux être parfois dans un désespoir, mais que je l'accueille aussi, je la danse, enfin, je le danse, ce désespoir, voilà, je le transcende, je l'écris justement, l'art, enfin l'écriture, et faire l'amour parfois aussi avec mon compagnon, quand on a vraiment parfois un moment qui nous a fort vulnérabilisés, je ne sais pas si ça existe, eh bien reconnecter à la vie en nous, au feu en nous, ben, pour moi, c'est ça aussi ce qui m'émerveille. Mmh. Donc, Pascal, ton compagnon, Pascal de Sutter, c'est celui dont tu étais allé voir la conférence, c'est ça que tu nous avais Oui, c'est raconté ça. au début. Je me suis D'accord. séparée voilà, il y a environ 4 ans et demi, 5 ans, du papa de mes enfants, après 18 ans, d'une belle histoire, d'un beau couple, 2 enfants. Et j'ai eu vraiment, la séparation est venue d'un besoin
de me retrouver justement seule, de vivre seule pendant quelques temps, voilà, des rythmes, des séparations, voilà, des chemins qui prenaient des directions différentes. Et de son côté, il se trouve que Pascal de Sutter a aussi connu une séparation un peu après. Et continuant à travailler tous les deux, parce qu'on avait fondé l'Académie des Arts de l'Amour ensemble, on a créé des spectacles ensemble, des livres, eh bien, voilà, il y a eu un amour, un amour au deuxième regard, on pourrait dire, qui aujourd'hui, voilà, nous porte à habiter ensemble et à créer une nouvelle famille. Il a une fille, moi j'ai 2 fils, et on vit ensemble des semaines avec enfants, des semaines sans enfants, et on trouve notre équilibre. Ok. Quel est le moment le plus magique de ta vie? Alors, peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà évoqué dans la première partie de notre échange, ou est-ce qu'il y a autre chose qui a été vraiment particulièrement magique pour toi? C'est vrai que c'est dur d'en choisir un. D'abord, je suis gourmande. Je dirais que ce qui va me, au-delà, voilà, de la naissance de mes enfants ou de mon mariage récent à Las Vegas, parce qu'on s'est mariés, quelque chose peut-être, c'était un endroit. Moi, je suis très connectée au lieu. Et donc, un moment magique, c'était la première fois que j'ai posé les pieds à l'île de la Réunion, où je pense que je vais un jour finir ma vie, ou en tout cas avoir quelque chose à retourner là. D'ailleurs, on y est retourné quelques fois. De, de, de mettre les pieds dans surtout c'est la lumière, la chaleur, la végétation, un esprit. J'ai l'impression d'avoir flotté en fait au-dessus du sol pendant plus de 24-48 heures, d'être émerveillée justement, mais là par un environnement incroyable, et de me sentir aussi chez moi. D'ailleurs, j'ai fait un tatouage de ce séjour. C'était pas prévu, hein. Je suis restée 5 jours, mais je suis repartie avec un tatouage que je n'ai pas. D'ailleurs, enfin, voilà, je n'en avais pas. J'étais pas une fille tatouée, mais là, il y a eu une envie de garder comme ça, voilà, de cet émerveillement de ce pays. Pas ce pays, c'est la France, mais de ce territoire. D'accord. Et donc, du coup, bon, alors, ma question suivante, c'était la chose la plus folle que tu as faite. Je pense que ce mariage à Las Vegas doit être bien placé dans la liste, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fou que ça? Qu'est-ce quelque chose de plus fou? Bah, écoute, non, c'est vrai que je l'aime bien. Alors en plus, il a une histoire chouette. Tu connais peut-être les collages de vision, hein, les exercices où on doit découper, coller un peu la vie de ses rêves. Eh bien, j'avais fait un collage comme ça, mais avec une amie assez coquine qui m'avait dit, au moment de coller sur la feuille, elle me dit, en fait, ce que tu vas faire comme image là, c'est les 24 heures qui va te rester à vivre. En fait, on t'annonce que demain, tu vas mourir. Donc, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu fais de ces 24 heures? Et en fait, je me suis rendu compte que, parce qu'on avait initialement prévu un mariage en 2023, donc cette année, je me dis, pourquoi attendre? Autant célébrer, fêter avec nos amis, et puis s'envoler, terminer à Las Vegas et finir à Montréal avec un plat de sushi, justement. Et j'ai collé ça, et du coup, j'en ai parlé juste après à Pascal en disant, mais pourquoi attendre? Et il se trouve qu'il avait une bague de fiançailles dans son sac. On était à Venise parce qu'on allait faire le marathon, qui était aussi assez un moment fou. Et donc, c'était incroyable. Moi, sur la route, je lui dis, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on attendrait 2023? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas pour mes 45 ans? On s'est mariés le jour de mes 45 ans, le 21 avril. Et donc, voilà, tout ça s'est accéléré grâce à ce collage. Bon, c'était quand même un peu plus que 24 heures, mais c'était quand même plus tôt. Oh, merci beaucoup pour ces partages. Et oui, le marathon, j'ai vu effectivement il y a l'an dernier ou il y a 2 ans, c'est ça? L'an dernier, oui. Belle expérience, bravo. Félicitations. Bon, alors du coup, on a beaucoup parlé effectivement de ces aspects, on va dire plutôt joyeux de la vie. Et puis tu parlais de ces 2 personnages dans ton livre à paraître en 2023, d'ailleurs, je pense. J'espère, oui. Enfin, on va faire le nécessaire. En tout cas, il est en bonne partie écrit. Je le termine, à mon avis, d'ici un mois. D'accord. Et donc, du coup, il y a ces 2 personnages, il y a ces 2 facettes et voilà, il y a aussi toutes ces choses difficiles et ces épreuves qu'on traverse. Donc, on a plutôt abordé ces jolis moments, ces belles vibrations et ces choses assez magiques. Quel serait, d'après toi, le plus grand défi, du coup, de ta vie? Peut-être la plus grande épreuve? Est-ce qu'il y a pour toi quelque chose de particulier qui ressort? Euh, Puisque tu en parles, voilà, comme au présent, hein, pas, je veux dire, pas un défi passé, parce que quand tu as parlé de moments d'épreuve, j'ai quand même fait 2 fausses couches, et ça, je disais, voilà, on n'en parle pas toujours aussi pour les femmes, une avant mon tout grand et une entre les deux, donc ça fait partie aussi de moments de deuil, de moments d'incompréhension, d'injustice, ça bouscule aussi le couple, la famille. Mais quand tu parles de défis encore comme à venir et celui de ma vie finalement, c'est d'oser toujours continuer à oser être pleinement moi-même,
Voilà, transformer l'ombre en lumière, vraiment en montant sur scène. Je pense que le livre Ève et Lilith, dans mon cœur et dans ma vision, va devenir un spectacle et un film. Et c'est vraiment maintenant mon grand moteur, hein. Tu me demandais voilà, je ne fais plus de conférences en ligne pour le moment parce que il y a vraiment cet élan de créer la méthode. Au-delà d'un livre, j'ai vraiment envie que les femmes puissent avoir une méthode pour dans tous ces moments de doute, de crise, de frustration, de ce que j'appelle la mégère, hein, donc la partie de nous qui souffre vraiment et qui fait souffrir du coup son entourage, mais qui gagne à être connu. Dans tous ces moments-là, grâce à la méthode que je vais partager dans ce livre, en 4 étapes, on peut revenir à notre parfaite petite jouisseuse, à celle qui sait du coup comment s'épanouir, comment retrouver sa confiance en elle, parce que les femmes, j'ai encore fait beaucoup de sondages, ont très peu de confiance en elles, une estime de soi qui est souvent basse aussi, et on peut le comprendre avec les milliers d'années qui ne nous ont pas aidés à ce niveau-là. Donc voilà, mon plus grand défi, ce sera d'oser montrer ça au monde. Alors, suspense, mais est-ce que tu peux du coup nous en dire plus? Donc, tu dis quatre étapes ou peut-être 4 axes, 4 grandes dimensions de ce travail intérieur, j'imagine. Est-ce que peut-être les pistes sont déjà... Oui, oui, la méthode est écrite et en fait, elle va procéder à travers ces 4 fameux personnages. Parce que donc, il y a la première qui va rentrer en jeu dans la vie, c'est la mégère. Donc, c'est la femme frustrée en toi qui nous écoute là, si tu es une femme, et si tu es un homme, peut-être tu es une mégère aussi. Mais c'est ce personnage où on se perd, hein, où on n'est plus dans le flow, justement, on pourrait le dire autrement, et où voilà, on a envie de faire payer à tout le monde entier notre souffrance, ou à se renfermer. Donc, il y aura plusieurs façons dont la mégère va agir. Elle va s'auto-saboter, elle va se culpabiliser. Et donc, la première étape va consister à écouter justement ces frustrations, ces fameuses émotions de peur, de colère, dont on est d'accord que là, on est dans le son. La deuxième étape, elle implique Ève, notre personnage, donc beaucoup plus le féminin, les autres d'abord, je prends soin, Ève la douce, qui peut se retourner contre nous, mais donc être douce avec moi. Qu'est-ce que Ève pourrait dire, faire dans ce moment-là pour être, voilà, pour retrouver une harmonie? Troisième étape, on va être plus sur le Lilith, la femme en nous beaucoup plus audacieuse. Tout ça, j'explique hein, d'où viennent ces personnages. Évidemment, ils ont une histoire, ils existaient bien avant que j'écrive leur histoire, mais là, je les invite dans ma danse. Donc, Lilith, c'est la sensuelle, c'est la créative qui va libre aussi, qui va dire, OK, comment je peux enchanter tout ça, enflammer tout ça. Et la quatrième étape, c'est justement comment je peux retrouver ma nature de parfaite petite jouisseuse, de femme épanouie, parce que la parfaite petite jouisseuse, pour moi, c'est une Ève Lilith réconciliée. Voilà. Ok, magnifique. Donc, j'imagine que pour toi, ce sont vraiment les étapes clés de ce chemin de reconnexion à soi. Même tu disais au-delà de la sexualité. En fait, on voit bien que là, Voilà, on alors on est va sur... voir oui, on va voir Ève Lilith dans notre sexualité, qui peut justement, beaucoup de femmes se coupent de leur désir. Une femme sur 2 n'a plus envie de faire l'amour du tout, même voilà, que ce soit avec son partenaire ou personne d'autre, parce que justement, elle est dans une forme de souffrance et on a en nous les clés. Ce désir ne se trouve pas à l'extérieur. Dans la méthode, je vais parler aussi d'un aspect sexualité, mais pour le plan professionnel, c'est pareil. Beaucoup de femmes se résignent dans une activité où leur Lilith ne s'épanouit pas, mais Ève, raisonnable, peut-être vise la sécurité. Ou inversement, elles veulent faire voilà, ce qu'elles aiment, mais peut-être qu'elles sont en insécurité financière. Donc, cette méthode va vraiment aider, je pense, j'espère, je fais le vœu, beaucoup de femmes en plus, à être elles-mêmes. Parce que l'idée, c'est pas de devenir une Julie Duchemin, voilà, ou une Mylène. C'est vraiment toi, donc il y a plein de petits exercices dans le livre. Dans quel moment, hein, à quel moment de la journée se réveille un petit peu plus cette mégère? Moi, je dis, par exemple, quand tout le monde rentre de l'école et que mon équilibre est perturbé, le moindre petit truc, pouf, ça fait à quel moment, comment, qu'est-ce qu'elle ressent en général, la Ève en moi, quels vêtements font sentir Ève, quelle attitude me font sentir Lilith. Donc il y aura plein d'exercices pour s'auto-approprier évidemment cette méthode et l'intégrer à sa vie. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, tu parlais tout à l'heure
D'un secret ou de quelque chose que tu voulais nous révéler. Est-ce que le moment est venu de nous le révéler? Le moment est venu. Alors, c'est vrai qu'il était dans le contexte des femmes mamans, mais je pense qu'il peut tout à fait s'adapter à toutes les femmes et à tous les hommes. Tu me disais, ben voilà, quand justement, on est sous le même toit. Et donc, j'ai pensé un peu ce cliché de faire l'amour ou de se retrouver dans sa chambre, dans son lit. C'est un petit peu ce que la plupart des gens font. Et là, déjà, eh bien, il y a toute une part de mystère, de surprise, aussi de créativité qui disparaît. Alors que faire l'amour ou se retrouver, comme je dis, quand vous m'entendez dire faire l'amour, ne pensez pas pénétration vaginale. Faire l'amour est créer un moment de connexion sacrée d'amour. Ça peut être, on peut se faire l'amour en discutant au restaurant, en étant tellement connecté. On peut se faire l'amour en se caressant la cuisse dans une voiture et plus si affinité. Donc tout ça, eh bien, ne doit pas se faire que dans la chambre à coucher. Donc, mon conseil, c'est de nouveau explorer les autres pièces de votre maison, voir ailleurs aussi, parce que, eh bien, cette part-là de nouveau, de nouveauté, de surprise, va créer, on est dans d'autres positions, hein, assis sur un canapé, on n'est pas comme dans un lit, dans un siège de voiture, c'est peut-être moins confortable, on n'ira peut-être pas jusqu'au bout contre un arbre, mais on va pouvoir revisiter les autres facettes de nous. Parce que mon hypothèse, c'est qu'il y a 1001 femmes en chaque femme et 1001 hommes en chaque homme, et que c'est à nous de créer des conditions où tout d'un coup peuvent se révéler ces dimensions plus timides, hein, parce que voilà, par exemple, si on fait ça un petit peu dans la nature, peut-être qu'on va découvrir l'autre plus gêné, plus timide, alors que, et à l'inverse, si on fait ça en musique, eh bien, on va découvrir peut-être que notre partenaire a le rythme dans la peau. Donc, donnez-vous des occasions de vous redécouvrir vous-même et l'autre. Merci beaucoup pour ce partage. Je voulais terminer en ayant peut-être une réflexion plus générale. Je ne sais pas si c'est une expression qui te parle, celle d'un monde nouveau. On en entend beaucoup parler, qu'un monde nouveau est en train d'émerger, que les consciences s'ouvrent de plus en plus. Le monde nouveau, pour toi, il ressemblerait à quoi? Ça me touche parce qu'à la fin de la semaine de la femme épanouie, je demande souvent à chaque intervenante comment serait le monde si toutes les femmes, on était toutes épanouies. C'est un petit peu ça, ce monde nouveau, c'est si on pouvait tous et toutes avoir trouvé finalement voilà, cette paix à l'intérieur de nous, le fait qu'on est complexe et multiple à l'intérieur de nous, bien je pense qu'on ferait moins souffrir les autres. Moi, il y a quelque chose qui me met en mouvement aussi, c'est l'inceste, la prostitution. Moi, aujourd'hui, je suis pas capable, moi, c'est pas ma vibration de travailler avec les abuseurs ou les victimes, mais je pense que le jour où les femmes et les hommes assumeront plus leurs envies, leurs désirs, leur créativité, il y aura moins de ces souffrances-là. Et donc, ce monde nouveau, c'est aussi celui où on accepte d'aller à l'intérieur de soi. Je fais le vœu qu'il y ait de plus en plus d'hommes aussi qui fassent ce chemin. J'ai remarqué, en tout cas moi, dans ma pratique, que c'est plus sensible pour eux, c'est plus vulnérable de se remettre en question. C'est difficile pour beaucoup d'entre eux, mais je dis il y en a aussi beaucoup qui se mettent en chemin. Et d'ailleurs, il y a aussi plein de femmes qui ne se mettent pas encore en chemin. Mais à un moment donné, il y a l'effet de bascule, où c'est un peu comme l'iPhone, hein, tout le monde a presque eu un iPhone. C'est que, d'ailleurs, c'est le 100e singe, hein, j'ai relu ça récemment. Ça a été étudié qu'il y a un comportement donc c'est un singe qui pelait des patates douces, et au fait, au bout du 100e singe, on ne sait pas pourquoi, mais tous les singes, même des îles avoisinantes, etc., qui n'avaient pas été en contact, faisaient le même geste. Donc en fait, c'est un phénomène qui à un moment donné, on bascule tous dans un nouveau comportement. Donc moi, j'espère effectivement qu'en travaillant chacun sur son propre épanouissement, à un moment donné, ce sera l'évidence. On voudra apprendre ça dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, de pouvoir prendre soin de qui on est et oser s'exprimer chacun dans sa vérité. Merci beaucoup. Et du coup, comment est-ce que toi, tu contribues à cela? Si tu veux nous faire un petit rappel justement de tes propositions. Je sais qu'il y en a beaucoup, peut-être celles qui sont les plus sensibles pour toi, les plus vibrantes à l'heure actuelle. Oui, l'heure actuelle, justement, 2023, c'est une année très différente au niveau énergie. Autant il y a eu pas mal de dispersion et d'essais-erreurs en 2022, et c'est comme ça aussi, il y a la casquette entrepreneuse en moi. 2023 sera vraiment axé autour de 2 grands projets. Le livre Eve et Lilith, donc j'espère que vous le lirez, et voilà, il y aura, j'espère, Eve et Lilith expliqué aux hommes, enfin tout ça. Et puis l'Académie des Arts de l'Amour, qui va s'adresser principalement à des gens qui ont envie de se former, en fait, qui ont envie d'aider en termes d'amour et de sexualité, qu'on soit kiné, psychologue, sexologue, justement, on a peut-être envie d'avoir à son
à son actif aussi plein d'outils. Donc avec Pascal, on fera des supervisions tous les mois. Il y aura accès à tous nos programmes qui sinon vont justement disparaître. Des journées en présentiel pour être dans cette communauté des académiciens de l'amour. Donc ce sera l'actualité pour 2023. Et si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube, vous en entendrez parler. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces infos, pour cette générosité à nous partager toutes ces pistes, toutes ces clés. Et puis, pour terminer, quel serait ton message du cœur à celui ou celle qui nous écoute? Redis-moi pour le nom encore de ce magnifique podcast, parce que c'est ça que j'ai envie de leur dire. Toi qui me ressemble. Toi qui me ressemble, voilà. Mais j'ai envie de remonter à ça, de se concentrer sur ce qui nous ressemble sur ce qui ressemble entre les autres. Alors, je vais recommencer ma petite phrase, c'est comme ça. Donc, lors de vos prochaines rencontres avec les êtres que vous côtoyez, que vous aimez, oui ou non, c'est de mettre le focus plutôt sur ce qui vous ressemble chez la personne et de ce qui vous lie, de ce qui vous unit, plutôt que justement de ce qui vous différencie et qui peut peut-être créer un manque de lien. Donc, dans vos prochaines rencontres, et dites ce que vous aimez chez l'autre, appréciez, portez de la gratitude, ça peut être même silencieux, vraiment sur les qualités des êtres que vous côtoyez. J'adore ce message du cœur. Ça me fait penser à cette phrase qui a été vraiment à l'origine de ce titre de podcast. C'est on se distingue par ce qu'on montre et on se ressemble par ce qu'on cache. Et voilà, c'était vraiment aussi l'objectif pour moi de ce podcast, c'est de recréer ce lien de connexion, ce sentiment d'unité. Tu en parlais tout à l'heure de ce côté un peu exponentiel. Je peux être bien et rendre l'autre encore mieux en étant bien. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Souvent, on voit une sorte d'opposition, une sorte d'égoïsme à prendre soin de soi et vraiment, voilà, changer la donne. Donc, c'est un très, très beau moment que j'ai passé. Merci beaucoup, Julie, pour cet échange, d'avoir accepté d'être là avec nous. Merci à toi aussi, du coup, d'avoir créé ce podcast, de justement pouvoir oser mettre en lumière, mais plutôt en ondes, ce qui va donner de l'espoir à certains, de la joie à d'autres, de la rassurance et d'être justement cette femme qui me ressemble aussi, parce que je pense qu'il y a pas mal de points communs qui ont été évoqués dans ces chemins de femmes qui osent, qui entreprend, qui est maman aussi, qui est amoureuse et qui avance dans la vie. Donc, merci d'être toi, justement, Mylène. Merci beaucoup, Julie, et merci à toutes et tous qui nous écoutaient. À très, très bientôt dans ce podcast. Au revoir, Julie. Très belle réussite à toi en 2023. Merci, au revoir. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode Toi qui me ressemble.